Voilà, c'est réglé. Amende de stationnement pour 0. Merci. Par contre, pour la guillotine, j'ai rien pu faire. Maintenant, je laisse la parole à mon confrère, Maître Petite Bite. C'est comme ça que tu dois plaider. Donc maintenant, la vidéo, tu vas la partager. Ou tu t'abonnes. Ça marche aussi. Rebonsoir à tous, la suite de l'émission spéciale sur la note de synthèse. On est parti pour un deuxième entraînement de cette deuxième saison de Radio Clément. Cette fois-ci, ce soir, nous allons causer de droit pénal. Alors, rapidement, pour ceux qui n'ont pas écouté du coup la précédente émission sur la note de synthèse, on est très nombreux ce soir. Toute l'équipe est rassemblée, à l'exception de Jimbo qui est parti à Bordeaux. On a Pringles, on a RF, on a Chico, on a Tsubatsa, on a Madame qu'on accueille une nouvelle membre de l'équipe et je veux qu'on la réapplaudisse. On a également Blabla, faut pas oublier Blabla. Et on a certains publics ce soir. Attendez, j'ai oublié, on en a combien de publics 7. Et ce soir, du coup, nous accueillons Narvalo, que vous avez rencontré, dont vous avez appris à faire connaissance la semaine dernière, puisque Chips passait et il était présent. D'ailleurs, Chips est également là ce soir. Donc, droit pénal. Et ce soir, nous allons poser d'un sujet d'actualité. Nous allons parler du cas de Jacqueline Sauvage. C'est parti, je lance la parole. On va essayer de présenter quelques peu de sujets avant d'aller chercher Narvalo pour faire sa présentation d'un quart d'heure qui sera ensuite suivie de 30 minutes d'entretien. Pringles, quand je te dis Jacqueline Sauvage, qu'est-ce que ça t'évoque? Ah, comme ça, bout. Oh là là. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Mettez vos tentez téléphones en avec moi, silencieux, là-dedans. s'il vous plaît. Vas-y, Pringles. Ah ben, je dirais avant tout feuilleton médiatique. Feuilleton médiatique sur le plan pénal, puisque c'est très rare en France quand même. On a eu les pouvoirs du président de la République avec la mise en œuvre de la grâce présidentielle. D'abord une grâce partielle et ensuite, si ma mémoire est bonne, une grâce totale. Mais entre-temps, juste après la grâce partielle, il fallait encore qu'elle exécute sa peine. Les juges ont refusé de la remettre en liberté. Ils ont refusé l'aménagement de peine. Du coup, elle est restée en détention. Et si on repart sur le fond, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus longuement, c'est l'histoire d'un... Alors, est-ce qu'on prend position ou pas? Est-ce que c'est, on va dire, un meurtre ou est-ce qu'on va dire assassinat? Je ne sais pas réellement. Un meurtre y avait... aggravé. Ouais, il y avait assassinat, il y a préméditation, je ne sais pas si ça avait été Ah non, retenu par la cour d'assises. c'est pas un assassinat. Ouais. La préméditation n'a pas été retenue, mais c'est un meurtre aggravé puisque c'est un meurtre sur conjoint. Meurtre sur conjoint d'une épouse qui affirmait être victime de viol, également sur ses enfants, et également Par définition, pas de viol, si c'est pas son époux. Enfin, je suis pas pénaliste. Oh là là, mais non, du coup, non, c'est- non. Oh là là, oh là là. Non, c'est une agression sexuelle. Ah non, 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 non. Oula, non, non. Attendez, Non, 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 non. Non, il y a une réforme de pardon. l'incrimination de viol et maintenant on peut tout à fait violer sa femme. Oui, effectivement, tu fais référence au fait que quand on est marié, dans le code civil, il y a une obligation je sais pas comment on peut dire ça, de faire l'amour, mais dans il semblait qu'il y avait une distinction. Non, mais non, très non, bien. non. Ok, autant pour moi. Surtout pas, surtout pas. Et voilà, donc du coup, elle a été condamnée à 2 reprises. C'est ça. 2 reprises. Oui, il y a eu. Puisqu'il y a eu un renvoi en cassation. C'était d'abord la cour d'assises d'Orléans, Ouais. suivie de la cour d'assises d'appel de Blois. Oui. Jamais en cassation, d'accord. Donc il y a eu que 2 cours d'assises, voilà. Donc peut-être distribuer un petit peu la parole, sinon on peut continuer, mais... Donc voilà, juste pour revenir, donc il y a eu 2 grâces. Donc la première sur la peine de sûreté, parce que ça s'est joué un peu, puisque donc là, elle a été condamnée à 10 ans, et donc du coup la peine de sûreté c'est la moitié, donc de 5 ans. Elle aurait été condamnée à 9 ans, enfin en dessous de 10 ans, du coup il n'y aurait pas eu une peine de sûreté aussi considérable, du coup il n'y aurait pas eu besoin de procéder à cette première grâce, et c'est ensuite on a procédé à une grâce suite au refus du tribunal de l'application des peines de la libérer dès que c'était possible, c'est-à-dire en avril dernier.
Voilà, mais la difficulté en fait dans cette affaire, c'était de savoir s'il y avait ou non légitime défense. Voilà. Et en réalité, les faits, ils étaient ceux-là, c'est-à-dire que son mari était de dos, assis de mémoire devant sa cheminée, et elle arrivait, et du coup, elle l'a abattu. Et donc, quand on fait une application stricte du code pénal, au vu de ces seuls éléments, mais je pense qu'il faut toujours se garder d'avoir des jugements préconçus, surtout quand on n'a pas étudié le dossier, au vu de ces seuls éléments, on peut quand même légitimement penser que la légitime défense ne pouvait pas être retenue, puisqu'il faut une agression au moment où les faits sont commis, et là en l'espèce, elle n'était pas sur le point d'être menacée, il n'y avait pas d'atteinte soit à ses biens, soit à sa personne. Donc du coup, il faut, comme on dit dans le code pénal, c'est les termes, une agression, et ensuite il faut une Puis la riposte proportionnalité. proportionnée. Simultanéité, Voilà, proportionnalité. exactement, proportionnalité, mais bon, là en l'espèce, quand on est de dos et qu'on est tranquillement assis sur son sofa, Il y a un autre argument qui avait été soutenu, je ne me souviens pas exactement quel est le terme médical pour ça, mais quand on est victime de violences répétées, on peut être prise d'un état de conscient quelque peu second, qui peut, donc ça avait également été invoqué. Même si la défense est largement fondée sur la légitime défense. Et la proportionnalité, vu que tu en parlais tout à l'heure, on aura l'occasion d'y revenir, c'est la proportionnalité sur les moyens et non les conséquences. On prend toujours cette Voilà. jurisprudence d'une femme qui se fait agresser dans la rue par une personne un petit peu ivre, elle prend sa chaussure et elle lui crève un œil pour se défendre. Et la Cour de cassation a retenu qu'effectivement il y avait légitime défense, même si les conséquences étaient peut-être disproportionnées, Intéressant, dans on va les revenir sur cette moyens notion. qu'elle a Les utilisés, moyens, la non dame pas les pour se conséquences. défendre, on a considéré que c'était proportionné. Voilà. Tico, tu as peut-être un avis. Enfin, je vais laisser un peu parler les pénalistes. Hein. Oui, alors cette affaire, ça pose différents problèmes. Alors que ce soit sur les faits ou sur la procédure. Alors peut-être on pourrait commencer par la procédure et après parler des faits, même si c'est pas coutume de faire comme ça. Alors je pense que Alors, peut-être que le candidat va le faire. T'attarde pas trop sur les faits. d'accord. Alors, donc, on va pas trop s'attarder sur les faits, on dira juste quelque chose rapidement. Sur la procédure, peut-être, et sur le droit, ça peut poser surtout, à mon avis, le problème d'autorité de la chose jugée. Donc, se dire qu'il y a quand même deux juridictions qui se sont prononcées, qui ont statué, que ce soit des juridictions de jugement, des juridictions d'application des peines, et puis le chef de l'État raye tout cela d'un trait de plume. Donc, on peut se demander si c'est quand même digne d'une société démocratique qui proclame la séparation des pouvoirs. Et pour en venir aux faits, le problème, c'est que cette dame, elle prétend avoir été victime de violences de son mari, des violences qui n'ont jamais été prouvées. Et c'est sa seule parole qui rapporte ces violences. Et Voilà. des témoignages. Il y a des témoignages de ses petits-enfants ont dit que leur grand-père n'avait jamais fait de violence sur leur grand-mère. Les témoignages des voisins ont montré qu'elle avait un très fort caractère, qu'elle avait été jusqu'à poursuivre une personne en voiture à qui elle avait des différends, qu'elle avait giflé un voisin, qu'elle avait toujours refusé d'obtempérer lorsqu'elle était en détention. Apparemment, c'est une personne qui n'était pas faible, Voilà, qui a su apparemment. donner le change et qui a su se faire passer pour une victime. Apparemment, parce que je veux comprendre, voilà, ce sont Ouais, des un peu informations conditionnel. qui ont circulé, mais j'insiste, il faut être prudent et les prendre voilà, avec des On n'a pincettes. pas tous les éléments du dossier en même temps. Voilà. C'est ça, c'est compliqué. On peut pas être tranché comme ça. En tout cas, moi, j'attends pas du candidat qu'il revienne sur les faits. Notamment, je veux qu'il parle des principes. Et à titre personnel, voilà, puisqu'on lui a donné un article à commenter, un article de presse, pour moi, ce que j'aurais bien, c'est de parler de la légitime défense, des violences, et évidemment accorder une grande part sur la question du droit de grâce. C'est comme ça que je le vois. Mais pas tellement. Enfin voilà, on se sert de l'affaire Jacqueline Sauvage comme prétexte pour parler de grands thèmes, mais pas se noyer dans l'affaire. Je sais pas comment est-ce que vous le ressentez, mais il n'y a pas à rejuger. Non, je pense que c'est surtout la question de l'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire. Voilà, sur pareil, la question, comme a dit très bien Chico, de séparation des pouvoirs. Comment dans un état de droit, avec comme principe la séparation des pouvoirs, une femme qui a été condamnée 2 fois par les juges, que ce soit en première instance ou en appel, puisse être, on peut dire, c'est pas le terme, pas déjugé, tu as raison, les deux jugements peuvent être rayés par l'exécutif. Finalement, ils ont été quand même déjugés de leur décision, et comme c'est que le juge, c'est soi-disant le garant des libertés, ça pose question aussi sur la question de la liberté, puisque le juge est quand même le garant des libertés, il a été ici déjugé par l'exécutif, donc par le président. Est-ce qu'au final, cette grâce n'est pas contre les libertés, n'est pas finalement une procédure qui va à l'encontre de liberté? Si on part du principe que le juge est le garant des libertés, ça pose question aussi là-dessus. Blabla. Moi, rien de spécial à ajouter, à part que peut-être on pourrait attendre aussi le candidat sur l'histoire de la pénalisation des violences conjugales. Tout à fait.
C'est uniquement depuis les années 90 qu'on a des incriminations spécifiques pour les violences conjugales, et notamment que c'est depuis 90 que c'est une circonstance aggravante en matière de violence notamment. Avec des fois des infractions spécifiques comme le harcèlement moral qui existe en matière conjugale depuis, je crois, une loi de 2010. Alors qu'avant, il n'y avait pas d'incrimination spécifique, justement. Donc on peut l'attendre aussi sur cet aspect pénal, en fait, des violences conjugales. Ouais, rappelons, j'ai vu une statistique tout à fait édifiante, qu'une femme mourrait en France tous les 3 jours suite à des violences. Et c'était le cas également pour un homme, mais tous les 14 jours. Ça fait quand même, parce qu'on a toujours tendance à parler des violences faites aux femmes, mais quand même tous les 14 jours, c'est pas non plus Incomparable négligeable. par Bien rapport entendu, à la mais bon, il faut situation, pas non plus négliger toujours les violences faites aux femmes. situation de la conjointe. Mais c'est quand même une statistique assez affolante. Et c'est vrai que je l'attends, et notamment sur une question, sur l'opportunité des poursuites, parce que je pense que autant il y a beaucoup de personnes qui peuvent aller à la police en parler, mais de là à jusqu'à déposer plainte, non. Et le ministère public a une responsabilité presque pour devancer la personne, aller au-delà de ses réticences personnelles pour enclencher l'action publique et sanctionner les conjoints. Voilà, c'est un avis personnel, mais je pense que ce serait pas mal qu'il fasse presque une partie sur la question des violences conjugales, avec, pourquoi pas, un point sur la légitime défense et surtout sur le droit de grâce. Madame, pour une première intervention dans un entraînement classique de Radio Clémence. A priori, rien de particulier. J'ai juste hâte d'entendre le candidat s'exprimer. Voilà. D'autant qu'on aura tous l'occasion de lui poser des questions. Je rappelle qu'il y a une réforme et qu'en conséquence, après un quart d'heure d'exposé, il y a 30 minutes de questions. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Voilà, sur la présentation du sujet. Je crois qu'on l'a... tu vois ça? Oui, je voudrais revenir sur ce qu'avait dit Pringles au départ, c'est sur l'affaire Jacqueline Sauvage, c'est l'emballement médiatique. Et depuis la fin du XXe siècle, et depuis que les journalistes s'intéressent de plus en plus aux affaires judiciaires, on assiste à un nouveau concept qui s'appelle le procès médiatique. Il s'agit d'un procès non pas judiciaire, mais un procès qui est fait par une forme de procès, une analyse d'une affaire judiciaire, vue par les médias et qui pourrait préjuger ou déterminer l'issue du procès judiciaire. Je sais très bien qu'on va parler d'une autre affaire actuelle. Oui. Eh ben écoute, ça fera peut-être l'objet de questions subsidiaires. Oui, parce que, en respectant la présomption d'innocence. Oui, voilà, le procès médiatique méconnaît de nombreux principes, notamment la présomption d'innocence. Et comment protéger la présomption d'innocence, bon, pas dans cette affaire-là en l'occurrence, mais dans les autres affaires qui gravitent autour. Elle est toujours coupable. C'est ça la différence entre une amnistie et une grâce, et je lui poserai cette question-là en question subsidiaire. Oui. C'est toujours inscrit à son casier judiciaire. C'est pas faire atteinte à la présomption d'innocence que dire que Madame Sauvage a tué son époux. Elle est coupable d'un meurtre avec circonstances aggravantes. C'est pas faire... voilà. C'est un fait. Voilà. On a tout dit? Ouais. Observation. On peut y aller. Voilà, je crois que par contre, ça sera du coup son deuxième passage, vous me confirmez, pas sur Radio Clémence, mais il avait déjà passé un grand oral au sein de l'IEJ de Toulouse. Donc voilà, donc on va voir si, après son retour, ça sera très intéressant. Et bien écoutez, on se retrouve tout de suite, je vais aller chercher le candidat. Sous la présidence de Chico. Oui, mais ça on en parle de la deuxième partie de l'émission. Ah, d'accord. C'est parti. Hop, à tout de suite. Allez, juste le temps d'aller faire pleurer le colosse et on revient les mains sur les couilles en terrasse pour parler CRFPA, mes couillons. Radio Clémence! Au secours! T'en fais pas, on est là. De retour sur Radio Clémence, Narvalo nous a rejoint pour son premier passage au grand oral au sein de Radio Clémence. Oh Lucie, allez madame, allez. La présidence est confiée à notre excellentissime Chico. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, bienvenue à tous et bienvenue, chers candidats. Et maintenant, nous allons écouter avec attention. Tu lui donnes les consignes? Les consignes. Très bien. Merci Chico. Alors oui, donc, monsieur, alors, vous avez avez 15 de 15 minutes. Suivi de 30 minutes de questions. De 30 minutes de questions. On va poser diverses questions sur le sujet. Et puis on fera un petit débriefing.
Tout est bon. Vas-y. On te donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury. Quand l'opinion publique rentre dans le prétoire, c'est la justice qui en sort. Cet adage a été utilisé pour le cas dont je vais vous parler ici et qui est d'actualité car la principale protagoniste, Jacqueline Sauvage, vient de sortir un livre racontant son calvaire. En effet, cette femme a subi pendant 47 ans de violences psychiques, psychologiques, sexuelles de la part de son conjoint pendant 47 ans. Et ces violences ne la concernaient pas seulement elle, mais aussi ses 3 filles. Mais cette femme a un jour craqué et elle a tué son mari de 3 balles dans le dos en 2012. Cet acte a été jugé plusieurs fois. 2 cours d'assises sont intervenues et elles ont à chaque fois jugé qu'elles l'ont condamnée à 10 ans d'emprisonnement. Devant cette affaire, des associations de soutien aux femmes battues sont intervenues. Il y a eu différentes pétitions et cette affaire est devenue médiatique et même est devenue politique. Il y a une mobilisation importante, il y a des pétitions comprenant des centaines de milliers de signatures et 80 parlementaires demandant une intervention en sa faveur. C'est cette intervention politique et à la fois de la société qui va poser les germes du problème du cas Jacqueline Sauvage. En effet, devant cette médiatisation et cette mobilisation, il va y avoir 2 grâces. Une première grâce qui sera une grâce partielle. Elle a été condamnée, du coup, comme je l'ai dit, à 10 ans de prison. Il va y avoir, la grâce présidentielle va lever la période de sûreté afin que les juges, par la suite, peuvent lui octroyer la liberté conditionnelle. Mais par 2 fois, cette liberté conditionnelle sera refusée. À la suite de ces 2 refus, il va y avoir une nouvelle grâce et qui, cette fois-ci, sera une grâce totale. Et cette grâce, elle date du 28 décembre 2016. Ce cas, cette grâce, on l'a vu, a été poussée par la médiatisation, par la société ainsi que par le milieu politique. Et pour illustrer, c'est que lors de la grâce, il y a eu un consensus politique allant de Marine Le Pen à Mélenchon qui a accepté cette grâce et qui a dit que c'était une bonne chose. Donc là, on voit que le politique est intervenu dans le domaine de la justice. Ce cas qui était tragique, 47 ans, je le rappelle, de violence et d'être pendant 47 ans une femme battue, donc ce cas particulier a conclu inévitablement une grâce présidentielle par sa médiatisation. Mais comment cette grâce présidentielle qui était inévitable devant ce cas individuel, elle a abouti en revanche à créer des conflits, notamment avec l'institution judiciaire et avec la justice. Donc ce cas personnel est tragique. En effet, subir 47 ans de violence conjugale, que ce soit psychique, physique ou sexuelle, est un calvaire. Calvaire d'autant plus horrible quand on voit ses filles subir la même chose. D'autant plus que dès 2001, il y avait ce calvaire est connu des pouvoirs publics depuis longtemps, que ces calvaires que subissent des femmes est connu depuis longtemps des pouvoirs publics qui tentent d'y lutter. Par exemple, dès 2001, avec une commission nationale contre la violence envers les femmes qui a été créée et fixée auprès du Premier ministre. Une autre loi de 2006 qui a constitué que les violences envers son conjoint est constitutive de circonstances aggravantes.
Et donc on voit qu'elle est prise en compte par les textes, mais que ces textes n'arrivent pas à, à changer les faits, comme l'illustre ce cas, où devant, devant 47 ans de torture, elle n'a pas refusé de se... et même si elle n'est pas allée voir la justice, elle n'a pas succombé au syndrome de Stockholm. Elle a quand même, elle s'est battue d'une certaine façon, même si ce n'était pas peut-être d'une bonne façon. Parce qu'il y avait une atteinte à sa sûreté, à ses enfants, à sa famille, à sa dignité. Mais elle n'a pas agi, et c'est pour ça qu'elle a été condamnée par 2 fois, malgré la situation dramatique, dans des cas prévus par la loi. Pour ça, je vais vous rappeler le texte de la légitime défense qu'on peut répondre à un acte de violence s'il est injustifié et que cet acte de réponse doit être dans le même temps et proportionné. Là, dans ce cas, malheureusement, après 47 ans de violence, le moment où elle craque, c'est un moment où il n'y a pas eu de violence. C'est dans le dos. Mais au bout de 47 ans, on ne peut pas rester indemne et attendre ce moment. Faut lui pardonner. Faut pas attendre une fois de plus. Il est normal de craquer, et même sain dans ces situations, d'arriver malheureusement à ces extrémités. Et surtout que les femmes sont souvent, dans le cas de violence conjugale, dans des situations de dépendance vis-à-vis du conjoint, que ce soit une dépendance économique pour l'immobilier, pour savoir où loger, où vivre, qu'elles n'ont pas de famille et ne peuvent rien faire. Et c'est pour ça que dans des cas comme celui-ci, cela aboutit à de telles extrémités. Il ne faut pas oublier que dans d'autres cas, et c'est largement plus souvent le cas, c'est la femme qui, à force de subir et de ne rien faire, est tuée et meurt. Donc ce cas est tragique, mais et donc c'est pour cela qu'elle a été graciée. Mais cette grâce va ébranler la confiance et la justice et les rapports entre le pouvoir politique et la justice. Dans un premier temps, ça remet en question la séparation des pouvoirs, parce que là, on a le pouvoir exécutif, le président de la République, qui, en vertu de l'article 17 de la Constitution, va appliquer son pouvoir de gracier, de grâce individuelle, suite à une pression médiatique et une mobilisation politique, et qui va aller à l'encontre de deux décisions de justice qui ont quand même été données par 2 jurés populaires. Donc il y a 2 affrontements de la souveraineté. Le président qui représente la souveraineté nationale par son exercice, mais aussi les jurés, c'est une des rares fois où les citoyens ont l'exercice direct de cette souveraineté. Donc il y a la première question de cette remise en question de la souveraineté et de la séparation des pouvoirs. Après, cela a entraîné d'autres bouleversements, et là on voit que c'est une remise en question importante de la justice, parce que ça a quand même été la condamnation de Jacqueline Sauvage a été confirmée 2 fois, et par la suite il y a eu un tribunal et une cour d'appel qui ont quand même refusé sa liberté conditionnelle. Donc par les grâces, la justice a quand même été désavouée 4 fois. Ce qui, même si on peut accepter que la justice se trompe, qu'elle se trompe 4 fois d'affilée, ça soulève de nombreuses questions, et cela conduit soit à dire que l'intervention politique n'était pas fondée, soit que la justice n'avait pas fait son travail. Ce cas a aussi
bouleversé nos hommes politiques. Et donc, du coup, il y a eu un projet de légitime défense différé qui a été proposé à l'Assemblée, qui a été proposé par des députés. Mais il n'a pas été accepté et cela aurait conduit à une mise en place très complexe et un caractère applicable très difficile. Ce caractère et oui, et ce cas pose aussi une question d'égalité. Jacqueline Sauvage n'est pas la seule femme battue, malheureusement, en France. Et il y en a même, comme je l'ai rappelé, qui meurent chaque jour. Et elle a bénéficié, d'une certaine façon, d'un traitement de faveur grâce à la mobilisation souhaitable et louable des associations de femmes battues. Mais ça remet en question le principe de l'égalité devant la justice de tous les justiciables. Pourquoi elle et pourquoi pas les autres? Et ce qui remet en cause toute la justice et les prochaines victimes de violences conjugales qui réagiront d'une telle façon ne bénéficieront pas d'une telle grâce et malheureusement et seront condamnés. Donc il y a la question de l'égalité devant la justice qui est fortement remise en question et la justice et du coup c'est problématique. Donc il apparaît que devant ce cas, on peut dire qu'un mort c'est une tragédie, mais des milliers c'est juste une statistique. Et malheureusement, c'est la situation des femmes à l'heure actuelle en France, malgré les différents projets qui ont tenté d'atténuer cette situation. Je vous remercie de votre écoute. Alors, merci beaucoup. Donc, comment on fait déjà? On passe aux questions d'abord. Oui. Ouais. Alors, peut-être je fais l'honneur à ces dames de poser les premières questions. Ou est-ce que j'y vais moi-même? Blabla, une question? Commence, D'accord, bon. Alors, juste peut-être à la fois une question, en même temps une réaction sur quelque chose qui m'a intéressé, interpellé. Donc, d'abord, vous avez dit que les violences ont conduit à enfin, les violences dont elle avait fait l'objet de la part de son mari ont conduit à une grâce présidentielle. Et donc elle n'avait pas eu recours à la justice, alors qu'elle peut-être elle aurait dû ou elle aurait pu, et donc elle a été condamnée. Donc, mais on aimerait un petit peu avoir peut-être un avis là-dessus. Est-ce qu'elle n'aurait pas justement dû avoir recours à la justice, et le fait qu'elle ait été condamnée, est-ce que c'est pas quelque chose de légitime, puisque normalement on est censé ne pas faire justice soi-même, mais se mettre sous la protection de la justice. Et alors la deuxième chose aussi sur laquelle je voudrais réagir, ou peut-être poser une question, c'est que, alors vous avez dit que ça permet de se demander si la justice peut-être n'a pas fait son travail correctement. Alors est-ce que c'est l'autorité politique qui s'immisce dans la justice, est-ce que la justice qui n'a pas fait ce qu'il fallait? Alors moi, très simplement, je pose la question suivante. Est-ce que c'est le rôle du chef de l'État de corriger ces erreurs-là? Et plus simplement, est-ce qu'il n'y a pas des voies de recours instituées par la loi? Non, je ne pense pas, d'un point de vue personnel, que ça soit le rôle du chef de l'État. Cela ressemble trop à une époque révolue de la grâce royale. Et oui, il pouvait peut-être y avoir des recours, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, qu'elle pouvait essayer d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour défendre son cas et essayer pas de justifier son acte, mais pas de faire valoir qu'elle était en légitime défense, mais qu'il y avait des circonstances atténuantes, au moins, tout du moins, qui n'ont pas été prises en compte lors des premiers procès. Merci. Et ma collègue a une question peut-être? Oui, tout à fait. À un moment donné, vous avez dit il faut lui pardonner. Il est sain de craquer et il est normal, presque j'ai envie de dire, vous avez dit il est normal de tuer son mari.
quand on a subi des violences. C'est vraiment ce que vous pensez? Il est normal de craquer, mais ce n'est, on ne sait pas chacun ce qu'on aurait fait à la place de Jacqueline Sauvage. Et c'est justement à ce moment-là qu'intervient la justice. Et dans ces situations de dépendance, malheureusement, quand les réponses sont souvent extrêmes de la part de chacun des partis, et même s'il est jamais souhaitable qu'il y ait un meurtre, un mort, malheureusement c'est ce qui se produit, et donc il ne faut pas l'excuser ou le pardonner, mais on peut comprendre sa situation et sa détresse au bout de 47 ans de ne plus savoir quoi faire à part arriver à de telles extrémités. Je comprends, mais ma question, enfin, je vais peut-être mal formulée, c'était est-ce que juridiquement c'est admissible? Non, Et pourquoi? C'est par rapport à la légitime défense. La légitime défense admet, il faut qu'il y ait concomitance de l'acte de réponse par rapport aux violences subies, ce qui n'est pas le cas ici. Il faut qu'il y ait aussi une proportion entre l'acte de réponse et l'atteinte injustifiée qui subit la personne. Et là, ce n'était pas le cas. On pourrait dire que si elle a c'est assez horrible ce que je vais dire. Si elle avait vécu 47 ans en subissant ces violences, il n'y avait pas de danger de mort. Et donc la réponse, dans tous les cas, ne pouvait être proportionnée. Pas à ce moment-là, alors que son mari était de dos, et qu'elle ne subissait pas à l'instant une agression. Oui. Vous avez dit à 2 reprises pendant l'exposé, même pendant la phase des réponses, il a été tué et il meurt. Alors déjà qu'il est mort une fois, le pauvre, avec vous il est mort une seconde fois, il est mort une seconde fois. Mais question toute simple, à quel moment on meurt au niveau du droit? Est-ce que c'est un arrêt cardiaque? Est-ce que c'est un arrêt respiratoire? C'est plus d'activité cérébrale. Et est-ce que vous pouvez retracer aussi l'évolution dans votre réponse? Retracer l'évolution de moi. Non, je n'en suis pas capable. Donc c'est une mort cérébrale et une mort peut être déclarée en état clinique même si le cœur continue à battre. S'il n'y a plus aucune activité cérébrale. Et qu'on sait qu'il ne va pas, ce n'est pas une temporaire. Okay. Et deuxième question, sauf si vous avez parlé d'atteinte à sa famille et à sa dignité. Alors, puisque vous citez deux atteintes et peut-être 2 libertés fondamentales, est-ce que déjà vous avez les sources? Et deuxièmement, est-ce que les violences conjugales rentrent vraiment dans la définition de la dignité? D'ailleurs, qu'est-ce que la dignité? Ça rentre dans le cas parce que c'est quand même un asservissement qu'elle a subi pendant 47 ans, une emprise, une dépendance, donc elle n'avait plus sa propre liberté, elle n'avait plus son libre arbitre, donc il y avait dans cet aspect-là une atteinte à cette dignité. La dignité pourrait se définir comme le respect de tout être humain à une certaine forme de respect mutuel et de liberté et de droit. Et sur la source de la dignité, elle est essentiellement elle est protégée notamment par la Cour européenne des droits de l'homme et la jurisprudence nationale l'a aussi consacrée. Et jurisprudentielle, peut-être? Non, je n'en ai pas à vous citer. Non, bon, on reviendra sur Morsan-sur-Orge un petit peu plus tard. Bon, j'avais une question sur la dignité, mais peut-être que Clémence veut parler. Là, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est pour
attaquer sur d'autres principes et d'autres libertés. Est-ce qu'en France, dire c'est faire? Allez, je vais vous aiguiller un petit peu. C'est l'affaire Dieudonné. Est-ce que le fait de dire c'est faire? Et est-ce qu'en disant on peut porter atteinte à la dignité humaine sans faire? Oui, oui, c'est justement, ça a été reconnu pour la première fois dans l'affaire Dieudonné, mais elle n'a pas, ça a été la première reconnaissance et ça a été fait dans un contexte une nouvelle fois particulier où il y avait des pressions politiques et de la société. Et là, on voit encore une fois que la justice peut subir des influences, extérieures. La justice, c'est vous? Puisque vous parlez de 47 ans, bon j'ai terminé, mais vous parlez de 47 ans de violence conjugale, mais par 2 fois la cour d'assises ne les a pas reconnus. La cour d'assises n'a jugé que sur le meurtre, pas sur les violences conjugales. Donc la cour d'assises, malheureusement, ce qui a été invoqué devant la cour d'assises, ça a été la légitime défense au lieu de circonstances atténuantes. Mais la cour d'assises devait juger sur le fait qu'elle a tué son mari de 3 balles dans le dos et pas sur la violence conjugale. J'en ai terminé. Ouais, moi, donc deux questions. Donc la première, c'est pour rebondir sur celle de Pringles, donc il parle de l'arrêt mort censurable. Vous savez de quoi il parle Oui. Vous pouvez juste rappeler les faits et quel est le principe qui en découle, parce qu'au final, il n'y a pas c'est le principe de la dignité humaine et c'est l'affaire du lancer de nain. C'était quelle date? 1993. Et deuxième question, à votre avis, est-ce que, selon vous, la grâce présidentielle est une exception au principe de séparation des pouvoirs entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif? Est-ce que ça contrevient au principe de séparation des pouvoirs? Oui, pour moi, ça contrevient à la séparation des pouvoirs, rien que par son origine historique. C'est un reliquat de la monarchie où il y avait une grâce royale quand le roi représentait la justice. Donc rien que par son passé, sa raison historique de son existence, cela prouve que c'est contraire à la séparation des pouvoirs. Dans votre exposé, vous avez clairement mentionné que la grâce était une forme de désaveu pour la justice. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la notion de grâce. Qu'est-ce que la grâce, selon vous, et en quoi elle se distingue de l'amnistie? La grâce... la grâce, l'amnistie, il y a juste, on reconnaît la condamnation, mais il n'y a pas de peine. Et la grâce, et la grâce, on a mis tout. Il y a ni condamnation, ni peine. Est-ce que pour vous, en dehors de l'aspect coutumier, historique, il n'y aurait jamais eu avoir de droit de grâce? Il y a déjà eu des cas de grâce, notamment lorsque la peine de mort existait, où il y avait les avocats se présentaient devant le président de la République qui décidait, suite à leur dialogue avec l'avocat, s'il graciait la personne et que cette personne n'était pas condamnée à mort. Vous éludez la question.
C'est très bien de revenir sur comment ça se passait autrefois, encore que la procédure est un peu plus complexe que ça. Est-ce que pour vous, la notion même de droit de grâce est une atteinte à la séparation des pouvoirs, et en conséquence, depuis la Révolution, c'eût été une bonne chose qu'il n'y ait jamais eu de droit de grâce? Oui, ça aurait été une bonne chose qu'il n'y ait pas de droit de grâce de la part, que le président de la République n'ait pas ce pouvoir. Donc, c'est une mauvaise chose qu'on ait Qui est à pu la limite gracier difficile. Alfred Dreyfus. Ou le maréchal Pétain, au même genre. On parle de militaire. Alors dans ce cas-là, il faut préciser que c'est la juridiction elle-même qui avait demandé le droit de grâce. C'est cheap. Pour la condamnation de Philippe Pétain, c'est alors, oui, parce qu'on précise qu'on ne doit plus employer. Alors c'est la juridiction qui avait prévu. C'est lors de ces deux cas, il y avait des raisons historiques qui pouvaient peut-être le justifier, notamment dans le cas du maréchal Pétain. C'était une époque très troublée de l'histoire qui était très complexe à vivre et qui est même complexe à comprendre et comprendre tous les enjeux et tous les conflits que pouvait vivre chaque individu. Donc cela peut encore être valable dans des cas historiques, pour des cas historiques qui ont une valeur que l'histoire va retenir, mais pas que l'histoire judiciaire, que l'histoire d'un pays va retenir. Cela peut être valable, mais malheureusement, dans les faits, c'est une histoire d'importance. C'est un fait majeur dans la création, dans la chronologie d'un pays. Dernière question sur le droit de grâce, ensuite je laisse la parole. Combien de fois y a-t-il eu application du droit de grâce sous la présidence de François Hollande? Je dirais 2 fois, les 2 fois de Jacqueline Sauvage. On y reviendra lors du débat. Moi, je voulais vous demander, pour revenir sur l'amnistie, est-ce que vous pensez que ça respecte plus la séparation des pouvoirs que le droit de grâce? Et j'en profite, qui prononce l'amnistie? Oui. Qui prononce l'amnistie? L'amnistie, oui, est aussi une atteinte à la séparation des pouvoirs, mais vu qu'il appartient au pouvoir exécutif d'exécuter la peine, c'est d'une certaine façon, c'est à elle qu'il appartient de décider de l'application qu'elle va faire d'un jugement, et pour qui c'est qu'il applique, je ne sais pas. Dans la même veine, quelle distinction vous faites entre l'amnistie réelle et personnelle? Le jury est consterné. Pardon. Bon, on va poser peut-être une question un peu plus simple au niveau du droit pénal. Vous avez cité, alors pour les auditeurs qui nous écoutent, je crois que c'était l'article que vous aviez à commenter de Sud-Ouest, et du coup il a indiqué 10 ans de prison. Est-ce que vous êtes certain qu'en matière pénale, et notamment en matière criminelle, on parle de 10 ans de prison? Non, c'est de détention. C'est de réclusion criminelle. C'est 10 ans de réclusion criminelle. D'accord. Et l'emprisonnement, on en parle pour? Lorsque c'est inférieur à 10 ans.
Donc, en cour d'assises, on est condamné à 2 ans de réclusion criminelle ou 2 ans d'emprisonnement? 2 ans d'emprisonnement. Je rebondis sur une de vos réponses. Qu'est-ce que vous entendez par c'est l'exécutif qui exécute la peine? C'était une définition tautologique. C'est le juge préconise les mesures à prendre, puis il appartient au pouvoir exécutif de les mettre en application. Donc c'est pour cela que je déclarais qu'il y avait c'est au pouvoir exécutif d'appliquer la décision de la justice et pas la justice elle-même. Pourquoi est-ce que Jacqueline Sauvage, après avoir été condamnée 2 fois, est-ce qu'elle pouvait faire un recours? Un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, elle pouvait faire un recours devant la Cour européenne. Directement devant la Cour européenne des droits de l'homme? Pour faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, il faut que tous les recours soient purgés. Elle aurait peut-être pu faire un recours devant la Cour de cassation. Ce droit à un recours, là, est-ce que vous connaissez des sources? Des sources qui prévoient qu'elle a le droit de faire un recours? C'est prévu dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et au niveau national? Au niveau national, il y a des dispositions dans la loi de modernisation. Pensez à un grand texte. Un grand texte. La Constitution. Vous ne trouvez pas ça choquant de remettre en cause 2 fois une décision rendue par un jury populaire qui a été rendue au nom du peuple français? Oui, c'est ce que j'indiquais, c'est deux oppositions, parce que le président de la République est censé représenter la nation, mais en même temps, lors des rares cas où la souveraineté nationale peut s'exprimer directement par un jury populaire, celle-ci n'est pas écoutée. Oui. Allez, madame. Ensuite, on a une question du public. Ah, pardon, Tsubasa, madame. Et le public. Vous avez remarqué que l'affaire Jacqueline Sauvage a fait l'objet d'un emballement médiatique. Vous êtes avocat. Est-ce que vous pouvez défendre de la même façon une personne qui est mise en avant sur la scène médiatique par rapport à un justiciable lambda? Ça peut être ça c'est une décision qui appartient à l'avocat selon comment il veut mener l'affaire. L'avocat peut décider de ne jamais communiquer avec les journalistes s'il considère que c'est souhaitable pour son client et dans l'affaire, mais dans tous les cas il va devoir prendre en compte cette pression médiatique pour son client, car son client tous les jours lira dans la presse des propos, des informations pas toujours exactes, et voire même qui peuvent être insultantes ou dénigrées ou déjà le condamner à l'avance. Donc l'avocat a un rôle particulier d'accompagnement et de protection de son client par rapport à ce déferlement médiatique. Quand il y a un article qui dit mettons n'importe quoi sur Jacqueline Sauvage, est-ce qu'on peut agir contre eux? Est-ce qu'on peut agir contre les journalistes? Il faudrait que cela rentre dans les cas des délits de presse comme la diffamation ou d'autres incriminations.
Donc, première question, est-ce que Jacqueline Sauvage porte bien son nom? Non, non, elle ne portait pas bien son nom parce elle a quand même subi les événements durant 47 années. Du coup, pour rebondir, vous dites toujours elle a subi, mais est-ce qu'il y a eu, en matière juridique, la preuve comme quoi on a attesté qu'elle a reçu des violences? Parce que Non, il y a eu. Malheureusement, dans ce genre de situation, les femmes qui sont dépendantes de leur conjoint ne vont pas voir la justice et ne vont pas se faire aider par les différentes associations ou les administrations de l'État. D'autres questions relatives à la profession d'avocat. Première question, vous voulez devenir avocat, donc je suppose, au barreau de Toulouse. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du bâtonnier actuel, s'il vous plaît? C'est Dupont. Et c'est une bâtonnière d'ailleurs. C'est Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire combien il y a d'avocats au barreau de Toulouse, s'il vous plaît? C'est le 5e barreau de France. Il doit en avoir 3500. Il y en a 1500 à l'heure actuelle. Et donc, une autre question, j'en ai deux, et après j'arrête. Puisque vous êtes de Toulouse, est-ce que vous pouvez nous citer le nom de l'importante affaire qu'il y a eu rue des Filatiers, une affaire judiciaire? Non, je n'ai pas d'idée. Et dernière question, donc là c'est une question plus philosophique peut-être. L'avocat prête serment, notamment au regard de la morale, de la valeur de la probité. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est cette valeur, s'il vous plaît? La probité qu'on doit exercer à l'égard de son client, c'est notamment... Qu'est-ce que c'est d'abord? Qu'est-ce que c'est? C'est le respect... Merci, tu me poses une question. Une question publique. S'il vous plaît, monsieur, donc vous prétendez bientôt à entrer au barreau, vous serez bientôt avocat, je vous le souhaite. Est-ce que vous êtes en mesure, dans le cas de Jacqueline Sauvage, de former le recours devant la Cour de cassation qui s'imposerait avant de pouvoir saisir la CEDH en tant qu'avocat à la Cour? Non, il y a un monopole des avocats au conseil et seuls certains avocats peuvent faire un recours, se pourvoir en cassation et en tant que correspondant de l'avocat au conseil, est-ce que vous avez des pistes à lui suggérer pour éventuellement faire un mémoire pour essayer de faire une cassation? De quel arrêt d'ailleurs? Qu'il n'y a pas eu prise en compte, par exemple, des circonstances atténuantes dans ce cas, même si la légitime défense a été déclarée comme non valable. C'est un moyen de droit ou un moyen de fait? Mais ça peut concerner la qualification juridique des faits et la Cour de cassation connaît de la qualification juridique des faits quand cela a un impact important sur l'affaire. Champ criminel, vous avez des arrêts dans ce sens? Oui. Et pour maintenant saisir la Cour européenne des droits de l'homme, vous allez dans ça se passe où là-bas? C'est à Strasbourg, elle est située à Strasbourg. Est-ce qu'en tant qu'avocat à la Cour, vous avez la possibilité? Tous les avocats ont la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, vous avez parlé de différentes choses, et sur quel visa, quel texte vous permettrait éventuellement d'espérer une modification de cette... Et d'ailleurs, ça serait pour obtenir quoi devant la Cour européenne? On peut obtenir des dommages
dommages et intérêts, mais et notamment, on peut, depuis la loi de modernisation de la justice, point de justice du XXIe siècle, le cas peut à nouveau être jugé devant les juridictions nationales. Et c'est la seule chose que vous pouvez demander dans l'intérêt de Madame Sauvage. Si vous Oui. D'accord. Alors, autre question de Madame et de Blabla peut-être aussi. Est-ce que vous savez quel est le délai de prescription de l'action publique en matière de crime? Il y a une loi qui vient d'être votée au Parlement. Elle a été doublée, sauf pour les crimes financiers. Et c'est 12 ans. Pour les crimes? Pour les crimes, non, c'est 20 ans. Mais c'était ma question. Oui, c'est 20 ans. Vous savez de quand date cette loi? La loi qui vient d'être nouvellement votée, c'était la semaine dernière, mais je n'ai pas la date précise. D'accord. Deux dernières questions. La première est, est-ce que vous avez un avocat qui vous inspire? Et si oui, lequel? Il y a un avocat historique qui n'est pas... c'est l'avocat qui est un des avocats qui a défendu Louis XVI, c'est Jean-François Tronchet, qui en plus d'être un avocat était aussi un grand légiste, qui a participé notamment à la rédaction du Code civil, et qui, contrairement à un des avocats qui a défendu Louis XVI, a su rester dans ces périodes troublées dans la vie politique et ne pas subir les affres de la terreur. Et ça a été avant même cette défense de Louis XVI, ça a été un très grand avocat qui a participé à la réformation du droit encore sous la monarchie, qui était un des plus grands avocats qui faisait du conseil juridique à cette époque. Et on voyait que l'avocat pouvait s'impliquer dans la vie de la cité tout en faisant du droit. Et c'est aussi ça le rôle de l'avocat, pas faire que du droit, mais s'impliquer dans la vie de la cité et de la société. Donc un légiste qui faisait des autopsies. Donc. Et dernière question, pourquoi devenir avocat? Devenir avocat, c'est pour défendre des valeurs, notamment l'humanité, comme nous le rappelle le serment. Être avocat, c'est également une liberté de parole, de ton qui nous est donnée et que nous avons le droit et le devoir d'exercer pour défendre les personnes qui viennent nous voir. De plus, c'est un métier qui, comme je l'ai dit, permet de s'impliquer dans la vie civile, dans la vie politique et c'est tous ces multiples aspects qui me donnent envie de rejoindre cette profession. Une dernière question. Peut-être sur l'amnistie. Non, on y reviendra. Non, c'est pour savoir si l'amnistie réelle s'appliquait aux complices. Non. Ça va être une dernière question, comment tu vas squeezer? Ah, le public, peut-être une question? Vous avez dit que Jacqueline Sauvage est devenue surtout pour la société civile, un icône du droit des femmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire du mouvement des Femmes et par exemple comment elles ont été, quel qualificatif a été pénal a été appliqué à certaines d'entre elles? Les Femmes ont été poursuivis par la justice pour exhibition, notamment dans le cas de Notre-Dame, à Paris. C'est une forme de féminisme poussé à l'extrême qui devient d'une certaine façon qui tend vers la violence et qui, comme toute lutte politique, quand elle commence à tendre vers la violence, devient contestable et qui n'est plus souhaitable, malheureusement.
Ça sera la fin des questions. Alors, avant qu'on passe au débrief, je tiens à t'adresser toutes les excuses de l'équipe de Radio Clemens. C'est intolérable qu'un téléphone ait sonné durant le passage. Non, je rigole pas avec ça. C'est irrespectueux. J'aurais dû prendre l'assurance personnelle que tous les téléphones étaient en silencieux. Je te prie de m'excuser. On va passer au débriefing, d'abord sur la forme. Ouais, bon, là c'est un peu plus libre. Hein. Oui. Sur la forme, alors, bon, déjà, le premier sentiment que j'ai eu, c'est que je trouve qu'il y a quelques maladresses parfois quand tu t'exprimes, et puis on sent toujours que tu donnes ton jugement. Quand tu dis les adjectifs, c'est intolérable, après ce qu'elle a vécu, donc je ne sais pas, j'aurais dit quand ça n'a pas été prouvé qu'il y avait des violences. Tu prends beaucoup trop parti, donc du coup, c'est un des limites, je sais pas comment dire, mais plus du tout juridique, et je pense qu'il faut que tu restes très neutre, il faut que tu restes sur vraiment l'aspect juridique, parce que si tu as trop pris parti, on sentait que voilà, même dans tes réponses sur les quelques maladresses, tu as dit ah oui, ça serait intolérable, c'est cela, et tu n'as pas de jugement à apporter. C'est-à-dire que des fois, tu étais subjectif quand on t'attendait objectif, et quand dans les questions, on t'attendait à des réponses précises personnelles, tu répondais sur l'avocat doit faire ça alors qu'on t'interrogeait toi. Donc ça, ensuite sur la forme, j'ai pas, alors je sais pas pour les autres, mais moi pourtant c'est bien écouté, j'ai pas trop compris ton plan. J'ai pas vu. J'ai pas noté. Donc j'ai cerné à peu près 2 problématiques. Bon, elles sont intervenues au bout de quasiment 10 minutes, donc je pense qu'il faudrait peut-être que tu raccourcisses un peu ton introduction et que tes problématiques arrivent plus vite. Mais en tout cas, je sais pas si tu avais fait un plan quand tu avais préparé en bas, mais sache qu'enfin, pour ma part, après je ne sais pas en avec les autres, mais moi je n'ai pas compris le plan, enfin du moins il n'était pas apparent, et si jamais tu avais fait un plan, il aurait fallu que vraiment tu marques un arrêt, et puis même que tu l'annonces limite de manière un peu scolaire, pour vraiment que le correcteur puisse avoir une idée. Donc du coup moi, même si des choses intéressantes, j'ai senti ça un peu décousu, j'ai un peu perdu le fil, et donc du coup, tu as posé 2 questions, je les ai à peu près, sur la question notamment de l'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire, tu as un peu parlé de ça, et sur les violences, etc. Mais du coup, j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu des réponses parce que bon, c'était pas très structuré. Pour la forme, et après direct sur le fond ou, Non, il y a des choses à dire sur le fond. Sur la forme, pardon. Ton introduction est trop longue. Ouais. Elle fait plus de 5 minutes. Il faudrait que tu essaies de passer un peu. Pour moi, tu as plus raconté une histoire que tu as fait un exposé. J'ai presque envie de dire que c'était un devoir de sociologie. Je vais être... c'est fort, mais en fait, ton devoir était... Tu voulais expliquer un geste qui est criminel. Et tu t'es moins attaqué sur les considérations, sur les grands enjeux juridiques. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Si ça te rejoint ce que tu voulais dire ça. En fait, c'est ça, c'est une réponse juridique qu'il fallait apporter à un problème qui est les médias et la société civile s'est emparée, mais il fallait faire une réponse vraiment juridique. Et les aspects factuels, il fallait un peu les mettre de côté, parce que c'est quand même un examen juridique. C'est surtout qu'il y a certaines considérations morales qui étaient malvenues. Par exemple, le droit pénal n'est pas là pour s'occuper du pardon. Donc je pense que parler du pardon dans un procès pénal, il y a des... On y viendra sur le fond. C'est de la forme un peu. Vous pouvez y aller. Sur la forme, bon, hormis les mains dans les poches qui montrent mais il n'y a pas de... une certaine détente, mais peu importe. Il aurait fallu aussi se chronométrer, je pense, donc prendre une montre pour savoir quand est-ce qu'on commence. J'ai pas regardé au début. Mais il ne faut pas la porter au poignet, il faut la mettre à côté de soi. Et puis, il y avait un problème au niveau de la locution, parce que vous regardiez beaucoup votre feuille, vous nous regardiez peu, et quand vous leviez les yeux de la feuille, généralement, vous balayez la salle sans nous fixer. Et alors, d'une part, on a le sentiment que vous ne parlez pas, et secondement, quand vous faites ça, en fait, votre voix porte mal, et on a mal à vous entendre, et donc moi, je vous conseillerais de prendre déjà plus le temps, parce que vous parliez beaucoup finalement, et vu qu'il n'y avait pas de plan, on avait déjà du mal à vous suivre, et parler plus posément et faire des temps de pause où quelques secondes où vous reprenez votre souffle, où finalement nous aussi on reprend notre souffle pour aérer un peu vos propos parce que c'était très très condensé. Dans les problèmes d'élocution, j'ai noté des E, j'ai noté des... Et j'ai noté des... Le jeu est à bannir. Le jeu est à bannir. J'ai entendu, c'est à bannir. Et sur dans les réponses
tout le temps. Et sur la forme, Il est possible de penser. je te mets en Ah, garde, d'accord. parce que moi je le vois là, mais je vois la configuration d'un grand oral à Toulouse, on voit tes fiches. Il faut faire attention à ça. C'est bon, voilà. Je sais pas si vous partagez mon impression. Ce bordel, c'est pareil. Alors, Mais c'est quoi si c'est pour écrire gros, je te recommande d'avoir des marqueurs éventuellement. Mais en fait, ça donne une impression, en fait, ça va fixer, le regard va porter là-dessus, et ça va donner une idée de comment tu t'es préparé. Oui, mais ils vont pas le voir, hein, Ça se voit, ça se voit. Non, Sur mais la chair, ça se voit. Attendez, le candidat, il écrit ce qu'il veut sur sa feuille, quand bien même il fera un dessin, ça regarde On pas m'a le- souvent mis en garde. Non, non, Moi, je maintiens. S'il veut écrire comme ça, il écrit comme ça. Pour le coup, Non, je fais un peu comme lui. Hein. Je maintiens. En revanche, peut-être qu'il a. Bon, moi, je sais que je suis un peu. Je fixe beaucoup là-dessus, mais une méthodologie à développer pour écrire, puisqu'on a peu de temps finalement à l'oral pour présenter ses idées, écrire sur une feuille des éléments essentiels, notamment les éléments juridiques que vous avez quasiment pas cités, ou alors vous n'avez pas entendus, les lois, les grands principes, etc. sur une feuille. Il y a des techniques à développer pour ça, pour toujours avoir à portée de main, s'y référer constamment, parce que c'est un exercice qui reste juridique, et une technique pour écrire un certain nombre de pages et tenir exactement 15 minutes. Ça aussi, ça se travaille. Moi, je voulais juste faire la remarque, comme les autres membres du jury, beaucoup trop de E et de et. Quand on voit que tu hésites, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux dire, respire un mot, respire. Et entraîne-toi pour ne pas dire le E, parce que du coup, on ne fixe que sur ça. Et c'est dommage parce que aussi, comme je pense que tu étais stressé, tu as encore plus dit de E et de et ça nuit à ton exposé oral. Et pour l'annonce de plan, moi, ce que j'ai noté, j'ai eu l'impression que tu faisais un grand 1 sur un cas personnel tragique, Oui. et un grand 2 sur le droit de grâce. Oui, sur La grâce présidentielle. Oui. Mais alors, le grand 2, du coup, Oui, il est hors sujet. on y reviendra sur le fond, mais c'est trop factuel. C'est pas hors sujet, Oui, mais mais- il faut que tu le juridiques. Enfin, faut que tu le rendes juridique. Non, on va y venir sur le fond. On reste sur la forme. Et un autre élément, au niveau du volume vocal, tantôt c'était un volume qui était normal, et tantôt vous augmentiez le volume, comme si vous tentiez de reprendre le dessus dans la discussion, ou comme si vous aviez l'impression qu'on ne vous suivait pas. Et c'est pas forcément conseillé de changer de volume comme ça. Il faut essayer d'avoir un volume régulier, un volume qui reste raisonnable, et pas soudainement de hausser le ton comme ça, et puis de le rebaisser, et puis de le ça faisait un effet qui était un peu étonnant. Moi, il y a 2 points. Alors, il n'y a que moi qui insiste là-dessus, et je sais que dans l'équipe du jury, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais j'accorde une importance au titre. C'est Maître Dupont. Et si j'étais passé dans cet examen-là, j'aurais pas dit Jacqueline Sauvage, j'aurais dit Madame Sauvage. Voilà, c'est un point. Souvent, quand on parle d'une personne vivante, on dit Monsieur, Madame, Monsieur le Président de la République. C'est pas Tony. Attendez, ça je l'ai fait exprès parce que là je vois aucune. Voilà, c'est des points. On n'est pas tous d'accord. Je crois que Jimbo était notamment pas d'accord avec moi là-dessus sur la question de Monsieur, Madame. Voilà, moi je pense que j'emploierais Jacqueline Sauvage si elle était décédée. Voilà, pour une personne qui est toujours d'actualité, pour moi on dit Madame Sauvage. À vérifier selon les exigences. Merci Monsieur le Président de me donner la Oui. parole. Merci Monsieur et Madame. J'avais oublié qui était. Mesdames du jury. Très Oui, exact. mesdames et messieurs, mais il y avait des femmes également dans le jury. Ouais. Mesdemoiselles, si elles sont pas marrantes. Moi, si elles sont plus seules, parce que mesdemoiselles, ça veut dire. Mais maintenant, on n'a plus le droit de dire. Dans les documents administratifs. Ah non. Pas de débat là-dessus. Et on dit mademoiselle, ça veut dire la pucelle en fait. C'est les documents Mademoiselle, administratifs. ça veut dire la pucelle, donc par souci d'égalité, il faudrait dire damoiseau pour dire le puceau également. Ouais. Donc, par des soucis d'égalité, on a enlevé par les documents administratifs. Je rappelle que le mot pucelle, étymologiquement parlant, veut dire la servante. Et n'a aucun rapport avec la virginité. Moi, j'ai une remarque juste. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Blabla.
pour la façon dont tu t'exprimes, tu emploies des termes trop familiers, notamment quand on te pose des questions. Et à un moment donné, je t'ai posé une question et tu m'as dit c'est horrible ce que je vais dire. Alors, ça, c'est à bannir. C'est beau. Pas de droit. Il faut essayer d'être Ok, familier. je sais, pas tous en même temps. Et en fait, si tu prends plus de temps de parler, tu formuleras peut-être plus dans ta tête les phrases que tu vas vouloir dire, et ça t'évitera peut-être d'employer des termes trop familiers ou de donner trop ton avis de manière subjective. Et peut-être de te focaliser davantage sur une réponse juridique. C'est vrai qu'il y avait des expressions qui, moi, m'ont heurté. Une mort, c'est une tragédie, 1000, c'est une statistique. Et tuer et meurt, ça a été repris dans la question. Faut lui pardonner. J'ai même failli à un moment t'interroger pour savoir. Alors comme ça, c'est sain de commettre un meurtre aggravé. C'était a posé été aussi. Voilà. c'était posé. Enfin, oui, ça a été posé tout à fait. Après, je veux dire, si ces mots étaient, tu les tirais du texte, il aurait fallu dire, tu précises à la limite que tu les cites. Ouais. Quitte à les dire que c'était les mots employés par le texte, donc tu montres que tu tirais faire. Ne pas hésiter à citer un document. Si c'était les mots employés, vu que c'est un article de presse, on peut se douter. D'ailleurs, peut-être qu'on n'a pas entendu, ou que moi j'ai pas entendu, mais il me semble pas que tu aies cité le document sur lequel tu as fondé ton raisonnement. Sauf à un point. Et donc, du coup, en fait, moi j'ai plus eu l'impression que tu tu prenais la défense de Jacqueline Sauvage, plutôt que de faire une approche, un commentaire juridique d'un document qui t'avait été soumis dans le cadre du grand oral. Il y a un autre point, mais je pense que c'est une citation directe du document. Tu as dit de Marine Le Pen à Mélenchon. Jamais de nom. Surtout en politique. Ah ouais, c'est moi, les politiques sont à bannir dans le cadre d'un grand oral. Alors, ouais, mais alors tu le sais. Il te recommande une chose. Si tu prends le document, tu le prends dans la main. Comme ça, tu montres aux gens en face que tu es en train de les citer. Et honnêtement, en France, avec tous les grands philosophes, écrivains, penseurs qu'on a, honnêtement, pas de politique. Pas de politique, vraiment. Ce genre Et ça en n'apporte plus- pas grand-chose. Et à la limite, tu dis la classe politique est unanime. Comme ça, tu as l'ensemble de l'échiquier. Ou au pire du pire, tu prends le texte et tu montres que tu cites. Mais alors bon, si Et c'est surtout- c'est pour citer des noms qui, je sais pas, il y a d'autres penseurs en fait, des grands philosophes, des grands écrivains en France qui ont pu théoriser sur la question de... Mais en réalité, voilà, c'est l'homme qui revient à l'état de nature un petit peu. C'est-à-dire qu'à nouveau, on est face à ses pulsions, on se fait fi de la législation pénale, et on est face à quelqu'un qui manifestement nous a causé du tort. À la limite, t'es pas obligé d'employer le conditionnel, mais les faits n'ont pas été prouvés. Et du coup, tu dis qu'il y a une volonté de retourner à ce que l'homme a de plus primaire, c'est-à-dire répondre à ses bas instincts. Et là, à la limite, tu cites le contrat social, tu cites Hobbes, tu cites toutes les citations qu'on connaît tous par cœur. Mais je suis pas sûr que Le Pen à Mélenchon, je fais pas du tout de politique, mais je suis pas sûr que cela ait apporté quelque chose sur la question, si ce n'est critiquer la magistrature. Et ouais, surtout c'est pour dire Mélenchon comme ça. C'est sans être de l'obédience politique concernée. Moi j'aurais dit encore une fois Monsieur Mélenchon, mais surtout pas un nom de famille jeté comme ça. C'est maladroit, mais ça se comprend pour un début. C'est ton deuxième passage. On a tout dit sur la forme? Oui. Ouais, je pense que après sur les questions, la dignité pourrait se définir. Une définition tautologique à un moment, je crois. Oui, je ça. sais, c'est moi qui j'ai défini. Ouais, mais voilà, c'est. Je crois qu'on est bon sur la forme. Oui. Bien. Alors, sur le fond, petite consigne. La dernière fois, quand Chips est passé, nous n'avons pas eu la rigueur de répondre aux questions, à l'entièreté des questions qu'on lui avait posées. Dans l'analyse du fond, j'aimerais qu'on se souvienne de ce qu'on a posé à Narvalo et qu'on y réponde. Tu aurais pu dire avant qu'on les note, les questions. Non, mais j'ai noté, Ouais, on va en revenir à tête, l'amnistie. C'était une question. À peu près. Que je n'ai pas à faire un complément comme Il la y dernière avait fois, un c'était assez maladroit. Tu n'as pas posé de question. Ouais, sur les questions, bon, déjà, tout débat, parce que même si ça paraissait c'est basique de reposer Morsan sur Roche, c'est pas 93, c'est 95. C'est quand même important de savoir la date. Tout bas de ça, T'es grand. Là, j'ai le t-shirt. Ouais, c'est vrai. C'est de 95. Après, quand on demande, un Chico t'a demandé s'il n'y avait pas des voies de recours, et tu as directement dit la Cour européenne, la CDH. Mais je pense que d'abord, il faut passer le recours en droit interne. C'est vrai que la cassation, c'est le premier réflexe qu'il doit donner. Et alors ça l'embête en fait cette question de date.
Mais une question qu'on aurait tout à fait pu te poser dans le cas des 30 minutes, c'est quel était ton parcours? Je pense pas me tromper en disant que tu es publiciste. Ouais, Se tromper sûrement sans sur Orge. Il veut plus poser ça comme question. Il a dit. Hein? Il n'y aura pas ça comme question quel est ton parcours. Ah! Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on pense. Je suis d'accord. Et ensuite, la dernière, alors que, parce que je crois que je n'ai toujours pas compris ce que tu veux dire, quand tu me dis que c'est le pouvoir exécutif qui exécute le jugement, quelque chose comme ça. Alors, sur quel pouvoir exécutif, tu entends quoi? Donc l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, etc., qui exécute les décisions de justice, c'est ce que tu disais. Mais si je te prends à la lettre, c'est ça, quoi. Oui, c'est tout ce qui compte. Que je sache, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'exécutif qui exécute le jugement. Il me semble que c'est toujours le judiciaire. D'où le tribunal de l'application des peines. Exactement. Donc attention à ça, là c'est vraiment une erreur, je pense, quand même, qui peut être pas rédhibitoire, Je pense mais quand même assez grave pour... Ah, Pringles. Comment? Non, je sais pas, je te sens. Y a pas de mal à hésiter, on peut se tromper. Non, non, D'ailleurs. non, tu as dit que c'était le tribunal d'application des peines qui Bah, exécutait la peine. Bah, directement si. Non, 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 c'est les services du procureur. Je suis pas pénaliste, mais c'est les services du procureur de la République, mais le tribunal d'application des peines, il aménage. aménage la peine. Mais c'est les services du procureur de la D'accord. République qui exécutent la peine. D'ailleurs, la plupart du temps, quand la personne n'a pas, Autant pour moi. quand la personne n'a pas de mandat de dépôt, en fait, c'est le procureur de la République qui fait un acte et qui envoie les officiers le chercher à son domicile. Tout à fait. Pour l'amener en prison. Très bien. Merci de m'avoir repris, c'est important. Donc c'est vraiment pour ça, on va dire que voilà, c'est sûrement pas le pouvoir exécutif qui exécute le juge. Donc ça, faut faire vraiment attention. Ok. On fait un passage chacun. RF, c'est bon? Ouais, très bien, c'est bon pour moi. Chico, tu fais quand même le président. Pour le fond, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais je me répète. C'est vrai que parfois il y a certaines considérations peut-être de nature morale. Alors, du fait que c'est un parti pris, ça c'est une autre question, parce qu'en droit on peut avoir des opinions diverses, mais je pense que certaines opinions qui relèvent plus de la morale que du droit étaient sans doute un peu déplacées. Notamment prendre parti sur la légitimité de tuer quelqu'un, ou le fait de se demander s'il faut pardonner, s'il faut comprendre, le droit n'est pas là pour ça, parce qu'il y a une place pour les sentiments et une place pour la loi. Blabla. Effectivement, moi je reviens donc un peu sur ce que vient de dire Jean-François, puisque tu viens de dire... C'est pas grave, son identité secrète est tombée. Vas-y, Baba. Donc je rebondis sur ce que vient de dire Chico, puisque je t'ai demandé, quand tu as dit il faut lui pardonner, il est sain de se venger, en quelque sorte de craquer, et je voulais que tu rebondisses sur la légitime défense, et tu m'as donné un avis purement moral en fait. Et moi j'attendais justement que tu me dises si le comportement de Madame Sauvage était admissible juridiquement, est-ce qu'on pouvait l'excuser juridiquement, et quels étaient les fondements juridiques pour... D'autant que le document parle de la question de l'emprise. Oui, également. Moi je t'attendais sur la légitime défense essentiellement, et que tu redonnes les conditions qui sont comprises dans le terme légitime défense. C'est d'abord une défense, et pour qu'il y ait défense, il faut qu'il y ait un acte d'agression, qui n'était pas le cas en l'espèce dans l'affaire de Madame Sauvage, puisqu'elle a tiré sur son mari qui était de dos, tranquillement assis, et donc qui n'était pas en train d'agresser. Deuxième question que je t'ai posée, c'était sur l'amnistie, et c'était par rapport au pouvoir qui prend cet acte, et en fait c'est un acte législatif, alors que la grâce est un acte du président de la République. Et du coup, la différence en fait entre la grâce et l'amnistie, c'est que la grâce, c'est une mesure individuelle qui permet à la personne de ne pas exécuter sa peine jusqu'au bout, et donc ça n'efface pas le casier, la condamnation sur le casier judiciaire de la personne, alors que l'amnistie supprime rétroactivement l'infraction, et de manière potentiellement collective, ça marchera pour l'infraction de manière générale. C'est un oubli, l'amnistie. Voilà, c'est un oubli. Voilà, c'est mes questions. Mais alors après n'hésitez pas, c'est pas seulement répondre aux questions qu'on lui a posées, c'est également comment sur le fond proprement ce qu'il a dit dans son exposé. N'hésitez pas c'est pas que ça. Du coup, j'ai une autre remarque aussi, c'est que ça manquait peut-être de rattachement aux libertés fondamentales.
qu'on t'attendait plus sur du juridique plutôt que sur du factuel, notamment pour la première partie. C'était pas à propos du cas tragique de Madame Sauvage, mais la légitime défense, la dignité éventuellement, si tu arrivais à la rattacher au cas. On t'entendait sur ça, sur les violences conjugales éventuellement, l'évolution de la législation, quelque chose de plus juridique. Et pour ta deuxième partie, plus sur, comme on te l'a posé plusieurs fois, on a insisté dessus, sur la séparation des pouvoirs. On t'attendait sur ça, éventuellement. Non, moi, je t'avais posé la question, c'est parce que de nombreux juristes se sont posés la question quand on avait demandé la première fois le droit de grâce, que le président de la République puisse exercer le droit de grâce, c'était pourquoi il n'a pas fait un pourvoi devant la Cour de cassation en fait. Pourquoi on a demandé à la place un délai de grâce? Ça, tout le monde s'est posé cette question. En fait, la réponse est pratique, ça va plus vite. Et bon, bien sûr. Bon, tu es allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, bon, je n'avais pas pensé sur le moment, mais j'allais rebondir dessus. Mais parce qu'en fait, les recours, faut tout envisager en fait. Que ce soit en cour de cassation et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je voulais te poser sur une question sur si on pouvait sauver le QPC, mais finalement, non. Mais, et bon, après, je vais t'amener sur le terrain d'un traitement d'une affaire médiatique, comment un avocat peut. Parce qu'en fait, actuellement, je crois qu'il y a très très peu de formation pour les avocats pour gérer un client qui devient une personnalité médiatique. Et il faut bien souligner que ce ne sont pas des justiciables. Dès le moment où ils sont exposés sur la scène médiatique, ils ne deviennent plus des justiciables comme les autres. Ça demande un traitement particulier. Et je voulais t'interroger dessus. Après c'est tout nouveau, c'est tout récent. Donc, moi, je t'avais interrogé sur le droit de grâce. Alors, pardon, j'ai l'écho, je ne sais pas si Blabla donne la définition de la grâce. Non, voilà. Donc, c'est une suppression de la sanction pénale, et en conséquence, la personne, ça existe toujours sous casier judiciaire. Donc, la condamne. Voilà. On supprime l'effectivité de la peine, mais la condamnation demeure. Ce qui aurait pu être intéressant sur le fond, c'est que tu prennes le parti. À quoi ça sert le droit de grâce? Est-ce que le droit est le seul moyen pour assurer la justice? Il y a des cas, comme Alfred Dreyfus, ou d'autres cas dans l'histoire, où l'application stricto sensu du droit n'aurait pas permis d'aboutir au sens commun de la justice. Et si on était parti à la Cour de cassation ou à la Cour européenne des droits de l'homme, je suis pas... Alors, tout dépend si on est d'accord oui ou non avec la première ou les deux grâces qui ont été octroyées. Mais si sur des questions strictement juridiques, est-ce que ça aurait permis de trancher le débat? Titre personnel, j'hésite pas à l'affirmer, je trouve que la première grâce pouvait être justifiée simplement de supprimer la période de sûreté. Ça pouvait éventuellement se justifier, notamment compte tenu de l'âge de la personne qui était de 69 ans. Et je t'avais posé une question sur combien il y avait eu de grâces sous la présidence Hollande. Il y en a eu 3. La première, c'est Philippe El Chenaoui, qui a été gracié parce qu'il était depuis déjà 38 ans en prison, suite à un hold-up dans les années 60. Et donc, justement, ça pouvait se rejoindre la question de l'âge. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un cas qu'on a beaucoup moins médiatisé. En effet, il y a eu 3 grâces sous la présidence Hollande. Et c'est vrai que ça aurait pu être intéressant sur le fond que tu prennes parti, que tu essayes de voir pourquoi est-ce que le droit de grâce, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Est-ce que la justice peut tout? Tu vois, on essaie de t'amener un peu plus de hauteur dans les principes. Et surtout, c'est depuis que la peine de mort a été abolie, est-ce qu'elle a encore un sens? Parce qu'avant, le droit de grâce, on l'exerçait justement quand la personne était condamnée à mort. Ouais, pas que. Pas que, mais parce qu'il y avait notamment la coutume du 14 juillet, où on te squeezait des infractions mineures. C'était des grâces collectives. Voilà, il y a eu une réforme en 2008. Voilà. Mais parmi les grâces qui n'étaient pas individuelles, bon, moi je savais que j'aime bien l'histoire du 19e, mais après le coup d'État de 1851, il y a eu près de 5000 grâces. Parce que c'est une bonne... Voilà, je sais pas, mais c'est plutôt quelque chose de positif. En dehors de... On peut dire ce qu'on veut sur le coup d'État, mais heureusement que pour ces 5000 personnes, il y a eu la possibilité de recourir au droit de grâce. Voilà, on discutera de... Voilà, ça aurait été intéressant que tu prennes le contre-pied, peut-être du discours ambiant, qui est là pour dénoncer le droit de grâce, et peut-être de voir
Est-ce que malgré tout, il n'a pas d'utilité? Est-ce que la personne, et ça m'a parlé justement de conflit de souveraineté, est-ce que l'incarnation personnelle dans notre système, qui est l'institution de la présidence de la République, n'a pas son mot à dire sur la justice? Le droit ne peut pas tout. Même s'il n'y avait pas une réponse derrière, la seule interrogation aurait pu être intéressante. La question du droit de grâce. Oui, c'est vrai, et puis tu peux aussi tout simplement dire que tant que la justice sera rendue par les hommes sont par nature faillibles, donc par conséquent, il est naturellement envisageable de mettre un recours également par un autre homme qui est lui aussi faillible, mais moi, ce débat ambiant qui consiste à dire que parce que la cour d'assises elle est composée de jurés populaires, pour moi, le droit de grâce, il n'a absolument pas besoin d'être mis en cause, ça fait partie de l'histoire de France, et je vois pas quel est le souci, sachant qu'il y en a 3 tous les 10 ans, à la limite, ça peut totalement se justifier. Surtout, il ne faut absolument pas que tu fasses ce que tout le monde attend, c'est-à-dire tirer à boulet rouge sur les politiques et sur les lois. La cour bon, tu aurais pu parler de ça, moi je m'attendais aussi à ce que tu parles de la force de chose jugée, mais il y a des lois, il y a des lois organiques, la Constitution qui donnent des pouvoirs aux magistrats, mais il y a aussi d'autres lois, d'autres normes dans la Constitution qui délivrent des pouvoirs au président de la République, et par voie de conséquence, alors du coup, bon, c'est la hiérarchie des normes, c'est quelle scène, c'est tout ce que tu veux, mais dès lors que une norme permet à un individu de faire quelque chose, je ne vois pas en quoi il faudrait remettre en cause, sinon on réforme simplement la Constitution, mais ça n'a en tout cas jamais été mis sur le tapis. Et RF a peut-être un avis différent. C'est pour rebondir sur ce que tu disais Pringles, dans le discours ambiant, c'est pas du tout tiré sur le droit de grâce, au contraire, parce que le discours ambiant, juste dans la majorité, tout le monde se satisfait de la décision. Alors, sans remettre en cause le droit de grâce, mais c'est peut-être regarder, est-ce que la grâce ici était justifiée eu égard à la nature des faits? C'est ça la question qui se pose. Plus. Mais le discours ambiant, alors, je sais pas, je pense que Chico sera d'accord avec moi. Je dirais la question des grâces. Et surtout, c'est les deux. Je crois que peut-être un cas inédit qui est une grâce sur une décision d'un tribunal de l'application des peines. Je ne sais pas s'il y a déjà eu ça. Personne tire dessus. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que la grâce était ici justifiée eu égard à la nature des faits? Je me permets juste de rebondir. Blabla. Je ne sais pas si on a répondu. Tu avais posé une question sur la prescription pénale. Oui, c'est moi qui ai répondu. Ouais, ok, pardon. Donc la loi du 16 février 2017. 27. Pourquoi 27? C'est la loi du 27 février. Ah d'accord, je pensais que c'était ça. Ok, bah, très bien, merci. Bon, on a une précision dans le public, mais je pense que j'avais été mal compris, parce que j'ai absolument pas dit qu'il y avait de loi dans la Constitution, et j'ai employé le terme de norme. Effectivement, il y a des articles dans la Constitution, mais c'était dans une acception générale, hein, le terme de norme. Voilà, je préfère préciser, vu que ça avait été mal interprété. Madame, pour son débrief. Donc la première question que j'avais posée, c'est est-ce que Madame Sauvage mérite bien son nom? Bon, c'était un avis personnel, c'est une question un peu traître, parce que justement, je pense qu'elle n'avait pas donné son avis personnel. Il fallait essayer justement de se rattacher encore au droit. Bon, c'était un peu c'était pour tester. Donc, effectivement, c'est maître pour le bâtonnier, donc il va falloir dire maître Nathalie Dupont. Et effectivement, 1500 avocats au barreau de Toulouse. En 2013, je crois qu'il y en avait 1300, ça veut dire qu'en l'espace de quelques années, on en a gagné 200. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en activité, mais ça veut dire qu'il y en a quand même 1500 inscrits, donc c'est un gros barreau, effectivement. 1700. Sur le site du barreau de Toulouse, à l'heure actuelle, il est marqué, aujourd'hui, il y a encore marqué 1500 avocats. Après, je peux aller les compter. Pour la rue des Filatiers, c'était l'affaire Jean Calas, pour lequel il a été accusé d'avoir tué son fils qui voulait se convertir au catholicisme. Et exécuté place Saint-Georges. Et qui, en fait, a permis à Voltaire, enfin à la même occasion, de publier son traité sur la tolérance, donc en 1763. Donc c'est une affaire importante, surtout qu'elle est à Toulouse. Et s'agissant donc du terme probité, donc ça fait partie effectivement du serment de l'avocat. Et c'est peut-être un des termes, en fait c'est un terme qui n'est pas défini juridiquement, qui relève plutôt de la morale et de la vertu. Et en fait ça vient du mot probos, qui voudrait dire pousser droit. Et c'est l'extrême droiture. Et ça rejoint donc le terme juridique de droit, puisque le droit c'est la via recta. Et donc c'est un terme qui veut dire en fait qu'on fait preuve d'une extrême exigence vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, pour défendre les intérêts des autres, tout l'intérêt d'être avocat. Et parce que justement on est tenu par un mandat, donc on est mandaté pour le représenter. Et donc ça rejoint également la loi de octobre 2013 relative à la transparence de la République, qui rattache la définition de la probité à l'absence de conflit d'intérêt. Et donc en l'occurrence pour l'avocat,
l'intérêt privé et l'intérêt dont il a été pourvu, donc l'intérêt de son client. Et donc, s'agissant des autres questions sur est-ce que vous avez un avocat fétiche auquel vous pouvez vous identifier, moi j'ai trouvé votre réponse intéressante parce que ça se voit que vous aviez bossé, donc ça veut dire que voilà, vous êtes préparé à l'oral et je pense que c'est une bonne démarche. Après, je pense qu'il aurait fallu un peu trier par contre dans votre réponse parce que vous en avez dit beaucoup et généralement cette question elle est posée en fin de vente orale et votre public aurait pu décrocher. Moi, j'ai une autre très bonne réponse que je peux vous confier, que je trouve qui généralement peut passer très très bien. Généralement, les candidats ont tendance à répondre des réponses comme « Oh, mon avocat fétiche, c'est Dupond-Moretti ». Et c'est vrai que parfois, ceux qui un très mauvais plan. s'agacent. Et il y a une réponse qui peut être très intelligente, qui peut être dite, parce que généralement, on cite un avocat pénaliste, mais généralement, c'est des pénalistes. Il y a une réponse qui consisterait aussi à dire moi, justement, j'admire un certain nombre d'avocats parce qu'ils ont effectivement brillé, ils ont permis de faire avancer le droit, etc. Mais sinon, je suis particulièrement attachée à être un avocat, et comme tout le monde, et comme tous les avocats. Et finalement, j'ai aussi beaucoup de respect pour l'avocat qui agit dans son anonymat et qui sert tous les jours à l'intérêt de son client, et donc finalement l'intérêt des justiciables. Et ça, c'est aussi très respectueux de l'ensemble des avocats, parce qu'il faut aussi penser que la profession d'avocat, c'est dans le cadre d'un ordre, et qu'il y a une vraie volonté de confrérie. Et voilà, souvent, ces avocats de tous les jours, ceux qui font plein de contentieux différents, mais des contentieux pour lesquels on ne va pas forcément à la télé, ben, ces avocats-là sont oubliés dans ce type de questions, et c'est peut-être bien de les valoriser à cette occasion-là. Et enfin... Juste sur ce point, sur cette question, ne réponds pas par un avocat médiatique, et ne réponds pas par un avocat politique. Pas Badinter, par exemple. Ça, je te le déconseille. On va te dire, bah non, Badinter, il est un très bon gars, j'en sais rien, mais attention, voilà, attention, prends un avocat pur jus, entre guillemets. Et la dernière question, c'était pourquoi voulez-vous devenir avocat? Et votre réponse était également fournie parce que vous aviez déjà réfléchi. Donc moi, je pense, par contre, que c'est vraiment le moment où il faut presque avoir appris une réponse par cœur et faire preuve d'une extrême éloquence, parce que l'avocat, c'est aussi celui qui fait preuve d'éloquence. Et c'était le moment vraiment d'en mettre plein la vue et de citer des grandes valeurs et de citer des grands principes et de dire des choses vraiment grandiloquentes. Vous avez perdu cette occasion-là, c'était un peu dommage, même si vous aviez bossé, et ça c'était un point positif. Juste pour revenir sur ça, là, sur la question, c'est la question que tout le monde pose, pourquoi voulez-vous devenir avocat, mais au final, je suis totalement à ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on attend une réponse comme ça, mais est-ce qu'au final, que ça perde de sa sincérité, ça n'est pas ridicule de devoir apprendre quelque chose par cœur pour répondre? Dans ce cas-là, autant pas la poser, on va vraiment savoir pourquoi, sans avoir une réponse peut-être préparée, ou faire des choses que forcément le jury attend, quelque chose, je sais pas, moi, est-ce que c'est moi le dire pour telle ou telle raison personnelle qui pourrait paraître moins, on va dire, avec moins de valeur peut-être que ce qu'on attend, mais non, je sais pas. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que, a priori, quand on pense à des réponses qu'on pourrait fournir, c'est généralement les réponses les plus bateaux qui vont nous venir facilement. Et après, quand on travaille au fur et à mesure, on voit qu'on peut s'attacher à certaines choses particulières. Par exemple, pour certains qui seraient attachés aux valeurs morales, elle va peut-être insister dans son plaidoyer pour cette volonté de s'attacher à cette confrérie, cet ordre, cette volonté d'unité, de se calquer dans un état d'esprit, dans une manière de concevoir un métier. Donc je pense qu'il y a plein de types de réponses possibles, et que par rapport à son profil, il est possible justement de choisir des réponses qui coïncident à son propre profil, pour gagner en sincérité. Ouais. Plus tu vas y travailler, plus en fait tu vas personnaliser ta réponse. Voilà. D'autres observations, notamment de la part du public éventuellement? Oui, j'avais eu à peu près des réponses, je ne les avais pas formulées très bien, mais sur la question du ministère de l'avocat à la Cour de cassation. Par contre, sur la Cour européenne, on n'arrivait pas à avoir les fondements que tu aurais pu invoquer. Tu n'as pas cité de texte. Bon, ça, voilà, mais c'était un peu subsidiaire. Sur la dignité aussi, on comprenait pas, quand tu l'as défini, on ne comprenait pas si tu te plaçais sur la dignité telle qu'elle est entendue en droit français, ou si c'était l'Union européenne, parce que c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est pas du tout apprécié de la même façon, et du coup on était un peu perdus, on voyait pas de quoi tu parlais par rapport à la dignité. Public, est-ce que toi tu as des remarques sur le fond, sur comment tu l'as vécu? Parce que voilà, 30 minutes d'entretien, c'est rude. Très rude.
le précédent que j'ai fait au sein de GEJ, j'ai été critiqué car j'étais trop juridique. Donc j'ai tenté le coup inverse et du coup je vais essayer de chercher le juste milieu. C'était pas le même type de sujet. Pas du tout, mais c'est difficile de trouver parce que les articles je les ai écrits, mais je me suis dit non, c'est pas ça. J'ai décidé donc pour voir qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, mais effectivement je suis parti dans l'excès largement inverse. Bah, je pense pas qu'on puisse parler d'un excès, mais il faut essayer de prendre conscience. Faut faire les deux, c'est pas simple. C'est difficile d'être éloquent quand on n'est que juridique aussi. Donc, Oui, c'est sûr. Ce qui est difficile, c'était un sujet qui a appelé aussi à se détacher du jury. Parce qu'il y a des fois des sujets ou des textes qui sont quand même plus. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel qui est un peu piège, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas tomber dans la subjectivité. Ça, c'est un sujet où on te dit attention, reste bien droit. Voilà, c'est un peu. On est bon? Oui. Merci beaucoup en tout cas. Ça aurait été une soirée, voilà, on aura fait 2 émissions. Donc ouais, tu écouteras, pendant que tu étais dans la cave, on a fait une émission spéciale sur Note de synthèse qui était vraiment brillante. On s'est intéressé sur des points sur lesquels on n'a pas trop l'habitude, j'ai l'impression, de s'attarder. Et ça fait du bien, donc vraiment je t'encourage à l'écouter. Et moi en définitive, voilà, c'est normal, il y a des choses à corriger. Tu as une marge de progression. Mais t'as les reins, t'as les tripes pour aller plus loin. Et pour moi, ça reste encourageant. Ça peut être prometteur. Voilà, ne lâche pas l'affaire. J'espère que tu repasseras très vite sur Radio Clemens. Et voilà, t'entraîner. J'espère que ça aura été profitable. Voilà. Mot de la fin? On est bon? À bientôt. Et bien voilà, en ce cas, merci. Merci de votre attention. Merci encore à Madame de nous avoir rejoints. J'espère que tu reviendras également très vite. Merci au public d'avoir été présent. Merci à tous d'avoir contribué à cette soirée. Merci à Chico d'avoir présidé. Merci à RF, merci à Tsupasa, merci à Blabla, merci à Pringles, merci à moi, oui, je sais. Voilà. On vous dit à très bientôt, et je vais le dire. Je vous souhaite des bons photos juridiques. Merci à tous, et à très bientôt. Tu as loupé le CFPA? Tu te sens rejeté? Rapproche-toi des Pyrénées. Et rejoins-nous sur la page Facebook de Radio Clemens.